hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a pu être le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent le roi. Attendez une seconde, ce n'est pas là qu'on devrait débuter. Revenons au commencement. Le laboratoire de Frankenstein. Bonjour à tous, ici Stein et bienvenue dans notre magnifique laboratoire. Alors, qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort, aussi appelée peine capitale, est une sanction ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est infligée à une personne reconnue coupable d'un crime passible de cette peine à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légale appartenant à un État dont la législation prévoit ce châtiment. Cette peine est présente sur notre territoire depuis l'époque gallo-romaine. En passant par le crucifixement, la décapitation, l'empalement, la flagellation, la lapidation, la pendaison ou encore l'écartèlement. Encore aujourd'hui, de nombreux pays pratiquent encore ces exécutions barbares. Les 5 pays la pratiquant le plus en 2018 sont la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et l'Irak, avec en tout des milliers de condamnations à mort. Mais on trouve également les États-Unis et le Japon dans une moindre mesure. De nombreux pays ont fait le choix d'abolir cette peine, comme en France en 1981. Néanmoins, régulièrement, au gré des faits divers, le débat autour de la peine de mort revient. Est-il utile ? Est-il dissuasif ? Les personnes en faveur de la peine de mort avancent le fait qu'elle est dissuasive. Or, on observe dans plusieurs régions que ce n'est pas le cas. Comme l'a déclaré la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, ce serait nous leurrer que de croire que l'exécution d'un nombre relativement peu élevé de personnes chaque année peut résoudre le taux de criminalité intolérablement élevé. Ce qui a le plus grand effet de dissuasion contre les crimes est la probabilité que les responsables soient arrêtés, condamnés et punis. Certaines personnalités néanmoins politiques avancent cet argument en faveur de cette peine. Il serait absurde d'accorder de la crédibilité à cet argument, car cela reviendrait à estimer que les criminels les plus violents évaluent les conséquences de leur action. Or, si c'était le cas, ils n'accompliraient pas ces dites actions. Prenons l'exemple des terroristes. Une partie non négligeable de la population demanderait leur exécution pure et simple. Mais non seulement faire cela reviendrait à s'abaisser leur niveau, car la peine de mort n'est rien de plus qu'un meurtre avec préméditation organisé par l'État, mais ces terroristes sont des criminels ayant pour but de sacrifier leur vie pour une cause. La mort n'est donc pas quelque chose qui peut les effrayer. Comme le disait Robert Badinter dans son discours du 17 septembre 1981. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas, à la minute où nous sommes, ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés, n'hésitent pas non plus. Seuls pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. En y regardant de plus près, on se rend compte que cette peine n'est ni plus ni moins qu'un assassinat étatique. Un meurtre commis par l'État avec préméditation et de sang-froid infligé au nom du peuple tout entier. C'est un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Une exécution, c'est une agression physique et mentale poussée à l'extrême au même titre que la torture. Donc, la question qui se pose c'est: l'État a-t-il le droit de vie ou de mort sur les citoyens ? Quand on voit à quel point cette peine est cruelle, cette interrogation paraît légitime. Selon Nicolas Machiavel, dans Le Prince, l'État ne doit pas se soucier d'être vu comme cruel, car au final, c'est pour le mieux lorsqu'un criminel fait du mal, si l'État le laisse faire, il fera du mal à nouveau à plusieurs personnes. Or, si l'État décide de l'exécuter, cela fera du mal à une personne, et sauvera plusieurs personnes du mal qu'il aurait pu faire subir.
Il pose également la question suivante. Vaut-il mieux être craint ou aimé? Et sa réponse, un peu des deux. Or, ils sont très durs à marier, donc il vaut mieux être craint. Car, lorsqu'on est craint, quoi qu'il arrive, on maintient les gens par la peur. Cependant, lorsqu'on est aimé, les gens nous suivent du moment qu'ils en tirent un bénéfice et qu'ils sont éloignés du besoin. Or, si un jour ce besoin vient à se faire sentir, ces mêmes gens se détacheront de nous, ne nous laissant qu'avec nos belles paroles. En résumé, pour lui, l'État a effectivement le droit de vie ou de mort sur ses citoyens. Il doit se faire respecter et le meilleur moyen serait par la peur. Mais il existe des points de vue différents, comme celui de John Locke dans sa lettre sur la tolérance. Pour Locke, les hommes vivent ensemble dans une même société pour qu'ils soient plus assurés de la conservation et l'avancement de leurs intérêts civils. Ces intérêts civils sont la vie, la liberté, la santé du corps ainsi que la possession de biens extérieurs comme l'argent, les terres, les maisons ou encore les meubles. Les lois qui régissent cette société sont supposées permettre au peuple équitablement la possession légitime de toutes choses qui regardent leur vie. Or, lorsqu'on viole ces lois, on se voit réprimandé par le dépouillement de ses biens ou ses intérêts civils, dont il est censé pouvoir jouir et même devoir jouir. L'auteur met en avant l'absurdité du fait que la violation des lois qui sont censées permettre la possession légitime de biens entraîne le dépouillement de tout ceci, alors que cela n'aurait pas été le cas sans ces lois. Et les lois sont écrites par l'État d'un pays, ou du moins l'autorité dominante. Cette autorité ne devrait pas pouvoir reprendre ce qu'elle a donné. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ainsi, John Locke se dresse contre cette peine qui reviendrait à voler ce que l'État nous a donné et n'est pas censé pouvoir nous reprendre. Cependant, Max Weber, lui, pense que l'État a la mainmise sur un territoire donné. Ainsi, il peut y exercer ses lois, son mode de vie et ses punitions, et donc sa violence. Et cet État est le seul détenteur de la violence sur ce territoire. Les habitants peuvent y faire appel, mais ne peuvent pas l'exercer. Donc, il est ainsi l'unique source du droit à la violence. Et cette violence lui appartient, il lui incombe de la donner à qui bon lui semble la mériter. C'est entre autres pour cela que beaucoup d'hommes tentent de s'intégrer à l'État pour avoir le droit à la violence et pour se protéger de celle-ci. Grâce à cette violence, l'État s'assure la domination et le contrôle de la population sur son territoire. Il a besoin de cette autorité pour être reconnu par les citoyens, sans cela, il ne pourrait exister. Il existe 3 principes qui justifient la domination de l'État sur ses habitants. Le premier, l'autorité éternelle hier. Ces coutumes sont en place depuis des temps immémoriaux. Les hommes les ont toujours respectées et elles ont toujours fonctionné. Validation par l'expérience, par habitude, par tradition. Le deuxième, l'État est dirigé par une figure charismatique. Chef de guerre, gourou, prêtre, dictateur, roi, etc. qui est respecté car il domine le territoire tout entier. Et, de par ses qualités, ses talents, a la confiance de ses auditeurs. Étant leur leader, il a donc un pouvoir qu'il peut exercer sur eux. Le troisième, le leader est en position du statut de chef. Il est le dirigeant politique, celui que le peuple suit et écoute. Du fait de ce statut, lorsqu'il déclare quelque chose comme légal, le peuple l'écoute, comme il est censé le faire du fait que cette déclaration a une valeur politique. Cela permet donc de légitimer ce droit à la violence. Selon Weber, l'État doit effectivement avoir le droit de vie et de mort sur ses citoyens. Enfin, Albert Camus et Arthur Koestler apportent une autre réflexion sur le sujet dans leur ouvrage commun. Ainsi, Réflexion sur la peine capitale est un essai sur la peine de mort datant d'avant son abolition en France, co-signé par les deux écrivains, Albert Camus et Arthur Koestler. Ce livre est composé de 3 parties. Réflexion sur la potence par Arthur Koestler, Réflexion sur la guillotine par Albert Camus et La peine de mort en France de Jean Bloch-Michel, mais nous n'en parlerons pas. Cet ouvrage présente les réflexions philosophiques d'Albert Camus et d'Arthur Koestler. Ce dernier avait en effet été condamné à mort, puis acquitté, et a dirigé en 1955 une campagne nationale pour son abolition. Koestler a développé ses idées avec pour base les lois anglaises. Il nous parle de cette folie qu'il a lui-même connue. Bien sûr, il lutte contre cette peine en disant d'elle qu'elle appartient au Bloody Code, code sanglant en français. Ce terme fait référence au système de lois et châtiments en vigueur en Angleterre entre 1688 et 1815, qui serait responsable de très nombreuses condamnations à mort. Camus, lui, sait que la peine de mort n'a aucun caractère dissuasif. La peine capitale ne saurait intimider d'abord celui qui ne sait pas qu'il va tuer,
qui s'y décide en un moment et prépare son acte dans la fièvre ou l'idée fixe, ni celui qui, allant à un rendez-vous d'explication, emporte une arme pour effrayer l'infidèle ou l'adversaire et s'en sert alors qu'il ne voulait pas ou ne croyait pas le vouloir. Elle ne saurait en un mot intimider l'homme jeté dans le crime comme on l'est dans le malheur. Autant dire alors qu'elle est impuissante dans la majorité des cas. Partant de son vécu, Camus défile tous les arguments des abolitionnistes. Il la montre telle qu'elle se pratique à l'intérieur des prisons, sans la présence du public, à la sauvette en quelque sorte, comme si la société avait honte de tels actes. Pour lui, c'est surtout la passion qui pousse au crime, et la passion est imperméable à toute prise de conscience et peut faire oublier la peur de la mort. Ainsi, ces auteurs se dressent contre la peine de mort, cruelle et inefficace qui n'apporte que le mal, sans jamais le soigner ou même l'endiguer. Nous avons donc vu que, selon certains auteurs tels que Nicolas Machiavel et Max Weber, l'État a effectivement le droit de vie ou de mort sur les citoyens, à la fois car il doit se faire respecter et la peur est un bon moyen d'acquérir la soumission, mais aussi car il s'impose en maître sur son territoire et y possède donc tous les droits, notamment celui d'exercer la violence. En revanche, les auteurs comme John Locke, Albert Camus ou encore Arthur Koestler mettent en avant que l'État ne devrait pas avoir le droit de vie et de mort sur ses citoyens. L'État est effectivement censé défendre nos intérêts civils et non nous les punir en nous les reprenant, que ce soit une propriété ou la vie elle-même. Et il démontre que cette peine de mort est inhumaine, cruelle et inefficace, car la valeur dissuasive qu'on lui prête n'est pas une réalité. Mais si l'État n'a pas le droit de nous ôter la vie pour nous punir, qu'en est-il du droit de vie, notamment en ce qui concerne le droit à la naissance avec l'avortement et le droit à une vie décente avec l'euthanasie ? Merci d'avoir suivi notre émission, vous êtes toujours les bienvenus dans notre laboratoire, mais en attendant la prochaine expérience, je vous dis au revoir et retrouvons-nous dans une autre dimension. Bye!